C'est reparti pour un tour dans la saison 4 de From, et on peut dire que cet épisode avait un peu de tout. Des révélations et bien sûr des questions. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Même si l'épisode précédent semblait moins axé sur un thème précis, il n'en constituait pas moins un chapitre important, riche en éléments essentiels qui permettent à l'épisode 4 de se cristalliser en une exploration plus ciblée de la narration en général et de la narration interne de la série en particulier. Car les personnages commencent à réaliser qu'ils évoluent dans une histoire conçue par quelqu'un d'autre, qu'ils jouent selon des règles qui ne sont pas les leurs, et se tournent vers leur propre histoire, leur culture, leur art et leurs souvenirs pour comprendre leur place. Et, bien sûr, comment ils pourraient s'en échapper. La découverte du costume de l'homme en jaune a évidemment semé la confusion, les explications simplistes. Par exemple, qu'il pourrait s'agir de la tenue criarde d'un ancien résident ne sont pas très convaincantes. Il faut donc envisager des implications plus profondes. Ce costume est apparu ici récemment. Miranda peignait autrefois un homme dans un costume similaire. La simple vue de ses vêtements a provoqué la peur chez un homme adulte. Tout converge vers une compréhension préexistante de ce que représente le costume jaune, de sa signification potentielle et de qui, s'inscrivant ainsi dans la structure cyclique sous-jacente au récit. Quelle que soit la hiérarchie sociale en place dans le village, cela ne facilite pas les choses, car plusieurs personnages ignorent des informations que d'autres connaissent. Par exemple, Henry ignore tout du lien entre Tabitha et Miranda, et Boyd refuse catégoriquement de parler de ce qui se passe aux autres. On peut comprendre la logique de ce cloisonnement permettant à chacun de se concentrer sur ses propres tâches, mais j'ai du mal à croire que nous n'avancerions pas davantage si tout le monde collaborait. Cela semble d'autant plus urgent que le village est clairement au bord du gouffre. Certains personnages peinent encore à accepter que la plupart des événements passés n'existaient que sous forme d'œuvres d'art et de rêves, et personne ne comprend vraiment plus grand chose qu'il y a quelques saisons. L'idée de Jade, selon laquelle la prise de champignons hallucinogènes pourrait ouvrir son troisième œil, paraît aussi logique que n'importe quel autre dans ce contexte. Mais cela détonne avec des idées comme celle de Jade, qui qualifie les affirmations de Ethan concernant le lac des larmes de pure fantaisie enfantine. L'histoire est suffisamment avancée pour que toute remarque jugée trop tirée par les cheveux paraisse déplacée. Il faut dire que Tabitha finit par se rallier à l'idée et accepter d'aider Ethan à trouver le lac. C'est peut-être plus par culpabilité qu'autre chose, mais si cela lui permet de mieux comprendre, au final, peu importe. Randall est tout aussi sceptique quant aux idées de Julie sur le story walking, mais il finit lui aussi par se rallier à l'idée. Inspiré par un livre sur un réparateur d'ascenseur nommé Fred, qui utilisait des marque-pages pour naviguer à travers différentes histoires, Julie propose d'appliquer la même stratégie au village. Elle justifie son propos en expliquant que l'histoire interne de la ville déborde en quelque sorte dans le monde réel et interprétée par les conteurs à travers des peintures et des livres. Autrement dit, les règles dans les livres pour enfants pourraient bien être les règles réelles qui régissent ce lieu. C'est un peu comme ne percevoir que des fragments d'une image plus vaste. Personne ne possède le contexte complet tant que l'ensemble n'est pas révélé. Pour être tout à fait honnête, la théorie est un peu alambiquée. Le plan de Julie consiste à faire une marque sur un marque-page, à le placer dans le chapitre précis de l'histoire qu'elle visite, ce qui lui permettra de voyager à volonté. Globalement, elle essaie de déterminer si des choses, ou même des personnes, car il s'agit en grande partie de sauver son père, peuvent être transportées d'un moment de l'histoire à un autre. En bref, c'est impossible. Julie parvient à se rendre à un moment antérieur de la chronologie où elle surprend l'homme en jaune en train de dévorer quelqu'un, mais il se jette sur elle et, prise de panique, elle laisse tomber son marque-page. Randall la sauve, il n'y a aucun lien entre son marque-page et celui qu'elle a laissé tomber. L'expérience est, techniquement parlant, un échec. Mais Julie a forcément une piste. Vous vous souvenez quand l'homme en jaune lui a dit qu'il devait arrêter de se rencontrer comme ça. Cela signifie que les efforts de Julie pour reconstituer son histoire doivent porter leurs fruits, puisque l'homme en jaune qu'elle rencontre dans cet épisode ne la reconnaît manifestement pas. Il s'agit donc forcément de leur première rencontre, ce qui implique qu'elle a forcément revu au moins une fois avant qu'il ne fasse cette remarque à ce sujet. Est-ce que je suis clair ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puisqu'on parle de Sophia, puisqu'on évoque l'homme en jaune, sa décision, en apparence inexplicable, d'emménager chez Sarah commence à s'éclaircir dans cet épisode. Un lien évident est établi entre les instructions murmurées par Sophia et les voix que Sarah entend dans sa tête, les mêmes qui l'ont poussé à tenter de tuer Ethan. Cette fois, elle lui demande d'aller au restaurant, de verser de l'eau dans un verre, d'en boire une gorgée, puis de reverser l'eau du verre dans le pichet. Elle l'avouera plus tard à Elgin, qui s'est remis assez vite de la perte de son œil. L'idée que l'homme en jaune puisse ainsi contrôler les esprits et expliquer toutes les crises et les hallucinations auditives est pour le moins inquiétante.
Pendant ce temps, Fatima fabrique un golem. Elle dit qu'elle est connectée à Smiley et qu'elle a besoin de ce golem pour se sentir mieux. D'ailleurs, c'est logique, du moins pour elle. Il y a une justification folklorique à cela, une histoire de protection et d'espoir pour la communauté, ce qui est une belle idée et s'inscrit dans le thème sous-jacent de notre interprétation personnelle des histoires et de notre rapport à elles. Mais, encore une fois, on parle de Fromville, alors on peut facilement imaginer que le golem est le symptôme d'un malaise plus profond, comme le suggère Kenny, ou pire encore, qu'il pourrait se lever et se mettre à errer. Enfin bref, si ça marche, tant mieux. Si le golem aide Fatima à se détacher de Smiley, alors tant mieux. Au moins, elle prend les devants. Mais si les deux sont connectés, peut-être que Smiley a fait ce qu'il fallait pour qu'elle crée un autre monstre qui se retourne contre la ville. L'avenir nous le dira. De son côté, Victor s'est remis à mesurer l'âge du cycle en calculant la distance entre Colony House et la lisière de la forêt. Ces mesures confirment que les choses avancent beaucoup plus vite que prévu. Il explique également pourquoi la vue du costume jaune a provoqué une réaction aussi violente chez lui. Il avait déjà rencontré l'homme en jaune, le prenant d'abord pour quelqu'un de normal en le voyant arriver dans la ville avec son costume. Du moins, jusqu'à ce qu'il le surprenne en train de dévorer Miranda, un événement qu'il a immortalisé dans un de ses dessins. Inutile de dire que Henry n'apprécie guère ce qu'il voit. Mais nous avançons. Tabitha et Ethan aussi, qui semblent découvrir un lac qui pourrait bien être le lac des larmes. Ethan semble croire, à tort, que les eaux du lac ont des vertus curatives et, lorsqu'il trouve un oiseau blessé, il insiste pour qu'il l'emmène au lac voisin pour le guérir avec l'eau du lac. Tabitha s'exécute, toujours aussi sceptique quant à cette possibilité. Mais une corde sur la rive est reliée à quelque chose immergé au milieu du lac. D'un coup sec, cette chose, dont on ne voit pas la nature, remonte à la surface. J'espère que c'est quelque chose d'horrible, histoire que Tabitha arrête de prétendre bêtement que ces choses sont invraisemblables. Il faudra attendre pour le savoir, mais j'ai quelques idées que j'aborde un peu plus tard. Un événement étrange se produit alors que Boyd quitte la maison. Il trouve la bague de Abby qui dévale les escaliers. On ignore si elle était dans sa poche et qu'elle est tombée, ou si elle est apparue comme par magie. Quoi qu'il en soit, Boyd pense avoir eu une révélation. Il retourne au bureau du shérif. Il va dans sa chambre, pose la bague qu'il vient de trouver sur la table, puis sort celle qui se trouve dans la boîte de Abby. Lorsqu'il tente de comparer la bague trouvée dans l'escalier avec celle de la boîte, la première disparaît. Il est possible que la maladie de Parkinson de Boyd se manifeste et comme les hallucinations sont un symptôme fréquent, il voit peut-être des choses qui n'existent pas. Autre possibilité, la ville joue encore des tours à Boyd et le pousse à tout remettre en question en faisant fuiter des éléments d'autres cycles de la boucle temporelle dans la chronologie actuelle. Le symbole de l'infini nous rappelle qu'il s'agit d'une boucle temporelle. Il est donc possible que la bague trouvée dans l'escalier provienne d'une autre chronologie. Elle s'est simplement interposée dans celle que nous observons actuellement. Lorsque les lignes temporelles se sont réalignées, ou quelque chose du genre, l'anneau de la réalité alternative a disparu. Une autre possibilité est que Julie, découvrant et expérimentant ses capacités de Storywalker, a tenté de laisser un objet marquant du futur vers le passé. Le papier n'ayant pas fonctionné, elle pourrait utiliser des objets hautement symboliques et indestructibles pour créer des points d'ancrage temporel. L'avenir nous le dira. À la fin de l'épisode 4, Tabitha et Donna prennent de l'eau dans le lac et le versent sur l'oiseau. Au même moment, un membre de l'équipe de Donna découvre une énorme corde dissimulée dans le sol. En tirant dessus, ils aperçoivent tous quelque chose qui bouillonne au milieu du lac, puis quelque chose émerge de la surface. On ne distingue absolument pas de quoi il s'agit car l'épisode passe immédiatement au générique dès que cette chose apparaît. Si je devais émettre une hypothèse, je dirais qu'il s'agit des corps de ceux qui ont plongé dans le lac, croyant, comme Ethan, qu'il possédait des pouvoirs. Or, l'eau ne donne pas la vie, elle apprend. Donc, si la semaine prochaine, on voit cet oiseau rendre son dernier souffle, ma théorie sera confirmée. Et alors, qu'en est-il de cette corde ? Eh bien, si elle est reliée à ce qui semble être un amas de cadavres, je suppose que des gens s'y sont attachés et ont plongé dans le lac dans l'espoir de trouver une issue vers le monde réel. Est-ce que cela vous semble plausible ? Moi, je le crois. Quelqu'un a dû leur dire que ce lac était la clé pour sortir de cette boucle temporelle et ils l'ont pris un peu trop au pied de la lettre en essayant de rejoindre le monde réel à la nage. Quand ils ont réalisé que ce n'était pas le mythique lac des larmes, il était trop tard. Ils se sont noyés. Ou alors, il pourrait s'agir des habitants des cycles précédents dont les corps ont été jetés dans ce lac par l'homme en jaune ou les créatures, afin que la ville paraisse propre avant l'arrivée des prochaines victimes. Et c'est un présage de ce qui va arriver aux habitants actuels. Dernière hypothèse est qu'il s'agit d'une créature censée protéger le passage vers le monde réel et que l'équipe de Donna l'a réveillée prématurément. Maintenant, elle va les poursuivre dans le village jusqu'à ce qu'elle s'endorme et les laisse tranquilles. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que Donna et ses amis ont découvert ? Dites-le moi dans les commentaires.
L'homme en jaune est actuellement déguisé en Sophia. Au début de l'épisode 4, elle ferme les yeux et commence à marmonner des paroles mystérieuses. Aussitôt après, Sarah s'effondre au sol, la main sur la tête, l'homme en jaune a fait revenir les voix et lui parle de nouveau. Sophia accourt auprès de Sarah et feint l'inquiétude, confirmant ainsi que l'homme en jaune est bien celui qui se cachait derrière les voix depuis le début. Compte tenu de ce qui a été révélé jusqu'ici sur ce personnage, cette révélation n'est pas surprenante, mais il est satisfaisant d'avoir enfin une réponse, et une réponse qui tient la route. Depuis la première saison, il est clair que les voix étaient différentes et bien plus puissantes que les monstres habituels. Capable d'apparaître en plein jour et de se métamorphoser complètement, l'homme en jaune s'est révélé bien plus puissant. Son aptitude à pénétrer l'esprit de Sarah, à la manipuler, à écrire un message avec son propre sang et à connaître apparemment tout de la vie des habitants en est une preuve supplémentaire. Dans le final de la saison 3, il a également été confirmé que l'homme en jaune était la voix que Jim avait entendue à la radio à la fin de la saison 1. Parfois, toutes ces voix et ces horreurs semblaient presque aléatoires, mais il devient de plus en plus évident que l'homme en jaune en est responsable. Il a simplement manipulé et tourmenté chaque habitant à sa manière. Après avoir été omniprésente dans la saison 1, les voix se sont faites plus rares chez Sarah dans les saisons suivantes, bien qu'elles réapparaissent brièvement dans la saison 3 pour la narguer au sujet de l'enlèvement de Fatima. Leur retour s'explique par le fait que l'homme en jaune souhaite contrôler, manipuler et torturer Sarah à nouveau, dans le cadre de son plan machiavélique. Lorsque Sarah refuse d'obéir aux voix concernant l'eau, Sophia tombe dans la piscine et se blesse. Sarah craint alors que sa désobéissance ne fasse d'autres victimes. Comme Sophia l'explique à travers l'histoire biblique d'Abraham, il ne s'agissait pas de l'action demandée à Sarah, mais de l'attester pour voir si elle obéirait. Maintenant qu'elle a réussi, l'homme en jaune compte bien exploiter cette faiblesse et semer la discorde parmi les habitants. Les voix ne sont qu'une petite partie du problème, car Sophia vit chez Sarah et profitera sans doute de cette proximité pour la manipuler et la tourmenter davantage. C'est une évolution inquiétante, surtout quand on pense au chemin parcouru par Sarah depuis sa trahison des autres résidents dans la saison 1, mais peut-être découvrira-t-elle la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je suis à fond avec Julie, j'ai l'impression que la clé de toute cette histoire, c'est bien elle. C'est elle qui va faire en sorte que tout le monde puisse échapper de ce village. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.